L'histoire de l'humanité est perdue à jamais, ensevelie sous la poussière des éons. À l'ère de l'Imperium, nul ne saurait encore dire quand et comment l'humanité s'aventura pour la première fois dans le vide spatial. Quelques archives subsistent en revanche sur une période baptisée Moyen-Âge technologique. On sait que c'est à cette époque que l'humanité découvrit pour la première fois la dimension parallèle du Warp. Lentement, et suite à d'innombrables incidents, elle parvint à naviguer sur les flots capricieux de l'Immaterium pour effectuer des voyages à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. C'est également à cette époque que l'humanité eut la confirmation qu'elle n'était pas seule dans la galaxie. Partagée entre l'effroi et l'émerveillement, elle découvrit progressivement de nouvelles espèces extraterrestres. Certaines étaient hostiles, d'autres paisibles. Certaines étaient à un stade juvénile, d'autres étaient aussi anciennes que les étoiles. Certaines rampaient et mugissaient comme des bêtes, d'autres marchaient et parlaient comme l'humanité elle-même. Mais à l'aube du 41e millénaire, l'Imperium entend régner sans partage sur la galaxie. Et cette myriade de créatures aux visages et aux motifs très divers ne se voit plus digne que de porter un seul nom. Xenos. Poussés par une faim insatiable, ils viennent d'au-delà de la galaxie. Attirés par la vie tels des prédateurs flairant le sang. Ils ne laissent rien derrière eux. Ce sont les tyrannides, le grand dévoreur. Une engeance extraterrestre avide d'absorber toute matière vivante avec laquelle elle entre en contact. Ses nombreux yeux ont décelé l'abondance de vie dont regorge la Voie lactée, et ses nombreuses bouches salivent devant un tel festin. Peu à peu, la bête émerge hors des ténèbres dont elle provient et révèle les nombreuses formes qu'elle peut prendre. Les flottruches, composées de vaisseaux organiques faits de chair et d'os, rôdent à travers l'espace dans un silence de mauvais augure. Une fois que ces bancs de biovaisseaux ont repéré un monde proie, ils s'y dirigent sans remords. Aucune échappatoire. Les biovaisseaux déversent leur cargaison de machines à tuer vivantes sur des planètes isolées. Quand les tyrannides repartent, ils ne laissent rien d'autre qu'un rocher nu, dépouillé de toute trace de vie. L'engeance tyrannide se compose de formes de vie très diverses qui agissent de concert, coordonnées par la conscience collective de l'esprit de la ruche. Chaque créature est reliée à cette conscience monolithique. Sur le champ de bataille, les êtres dominants relaient cette connexion vers les essaims de créatures inférieures, synchronisant leurs gestes. C'est cette intelligence centrale qui guide les flottes tyrannides vers les planètes proies. Mais en outre, les émissions de l'esprit de la ruche sont si puissantes qu'elles étouffent les manifestations psychiques. Un phénomène que les astropathes de l'Imperium appellent l'ombre dans le Warp. C'est comme si la noirceur du vide isolait délibérément les mondes que l'esprit de la ruche s'apprêtait à consommer. Il y a très peu de témoins vivants d'une invasion tyrannide. De gigantesques spores tombent du ciel et s'ouvrent pour libérer des nuées de bêtes féroces. Des essaims de Xenos aux membres tranchants se déplacent comme s'ils ne faisaient qu'un. Certains portent de grotesques armes de tigre organiques, dont les projectiles vivants dévorent la chair de leur cible. Des organismes prédateurs au camouflage parfait tendent des embuscades. Des monstres ailés font pleuvoir la mort, et le sol tremble juste avant que des bêtes fouisseuses n'en jaillissent. Dominant le tout, des titans insectoïdes déchaînent leurs biocanons. L'invasion planétaire commence pourtant bien avant que ces créatures cauchemardesques ne tombent du ciel. Les Genestealers sont tout à la fois les éclaireurs et les prêcheurs, agissant pour le compte des flottruches tyrannides. Obéissant à un impératif procréateur, les Genestealers se cacheront d'abord dans les bas-fonds des mondes surpeuplés, où il leur sera facile d'attaquer chaque humain séparément. Ils ne tuent pas, mais implantent une portion de leur propre organisme, comme un virus, afin que l'autre devienne un adorateur servile de sa lignée Xenos. Par la suite apparaissent des hybrides, deux monstrueux croisements entre le Genestealer et l'humain. Ainsi grandit le culte, et au dernier stade, certains hybrides, dits néophytes, ne se distinguent plus que par leur calvitie et leur pâleur, et ils évoluent sans attirer l'attention parmi la foule de leur monde surpeuplé. La confrérie attend d'être assez forte pour frapper. Quand vient le moment de déclencher la grande insurrection, elle sort au grand jour en brandissant les bannières du culte. Dans l'espace, les biovaisseaux sont en mesure de percevoir ce signal et convergent alors vers les mondes proies, pour vomir à la surface de ces planètes les monstruosités carnassières qu'ils contiennent.
Les membres du culte Genestealer y voient la réalisation d'une prophétie longtemps attendue, et se réjouissent à la venue des tyrannides qu'ils perçoivent comme des dieux libérateurs. Les citoyens loyaux, eux, sont transis de terreur. Mais les uns comme les autres finiront dévorés pour que leur biomasse soit recyclée par l'esprit de la ruche. Chaque créature tyrannide est une machine pleinement adaptée à son rôle. À ce jour, seule l'avant-garde a atteint la galaxie. L'essentiel est en chemin. Les Nécrons reviennent dans la galaxie comme une brise qui se mue progressivement en ouragan. Sous la surface d'innombrables planètes, leurs armées s'agitent dans leur crypte de stase. Lentement, ils s'extirpent d'un sommeil qui aura duré près de 60 millions d'années. Des légions de soldats métalliques émergent peu à peu de leurs tombeaux souterrains. Des nuées de machines arachnoïdes, des engins de guerre ésotériques et des assassins fantomatiques les accompagnent au combat. Des Phyrons marchent impérieusement à la tête de ces légions de sinistres guerriers, et leurs voix lugubres promettent de glorieuses batailles, dans un langage que nul n'avait entendu depuis des éons. Les Nécrons sont un cauchemar issu du fond des âges. Autrefois, ils furent des êtres faits de chair et de sang. Bien avant que l'humanité ne s'extirpe de la fange primordiale, ceux que l'on appelait alors les Nécrontyres guerroyaient déjà à travers la galaxie. Ils étaient originaires d'une planète morbide, illuminée par les radiations nocives d'un soleil assassin. Les Nécrontyres étaient condamnés à une espérance de vie très courte, si bien qu'ils étaient devenus obsédés par la mort. Pendant des millions d'années, ils se répandirent progressivement à travers le vide spatial. Leurs soldats portaient le fer à leurs ennemis, tandis que leurs rois cherchaient vainement l'immortalité, en se faisant ériger des mausolées grandioses dont les murs étaient gravés de leurs faits héroïques. Poussés par leur besoin d'unir les dynasties Nécrons dans une cause commune, et aveuglés par leur propre arrogance, les Phyrons déclarèrent la guerre aux Anciens, une race puissante et énigmatique qui détenait les secrets de la vie éternelle. Ainsi débuta la guerre céleste, qui ravagea la galaxie pendant de longues années. En dépit de l'immensité de leur empire et de leurs merveilles technologiques, les Nécrontyres s'étaient engagés dans un combat qu'ils ne pouvaient espérer remporter face aux Anciens. Afin de sauver son peuple de l'extinction, Zarek, le roi silencieux, scella un pacte avec des dieux stellaires nommés Ectan. Les Ectan proposèrent aux Nécrontyres de leur dévoiler les secrets de l'immortalité et de s'allier avec eux contre les Anciens. Même s'il savait qu'une telle proposition avait un prix, Zarek accepta. C'est ainsi que les Nécrontyres devinrent les Nécrons. Afin d'être réincarnés dans de nouveaux corps parfaits et éternels, les Nécrontyres durent immoler leurs propres enveloppes charnelles moribondes dans de grands fourneaux lors du biotransfert. Mais ce fut là la toute dernière chaleur qu'il leur fut donné de ressentir. Leurs nouveaux corps étaient faits d'un métal froid et insensible, et leurs esprits furent réduits à un simulacre de conscience asservi à leur nouveau maître. Grâce au pouvoir d'Ectan et à leurs nouveaux corps invulnérables, les Nécrons pouvaient à présent vaincre les Anciens. Mais alors que la victoire finale approchait, Zarek était rongé par l'horreur qu'il avait infligée à son propre peuple. Il finit par trahir ses alliés divins, et ordonna à ses soldats d'attaquer l'Ectan tandis que ces derniers se gorgeaient des âmes de leurs ennemis. Zarek parvint à asservir ces dieux stellaires, et à les maintenir emprisonnés dans des Tesseract Vault. La guerre céleste contre les Anciens avait prélevé un lourd tribut dans les rangs Nécrons, et leur soulèvement contre l'Ectan les avait finalement menés une fois de plus au bord de l'extinction. Afin de préserver ce qu'il restait de son empire, Zarek décida que son peuple entrerait en hibernation. Alors que leurs ennemis rassemblaient leurs dernières forces, les Nécrons s'enfermèrent dans d'immenses cryptes de stase souterraines, qui disparurent finalement dans les brumes de l'oubli. Avant de plonger dans son long sommeil, Zarek jura que lorsqu'il reviendrait à la vie, l'empire des Nécrons renaîtrait avec lui. Au fil des millénaires, les orques ont prouvé qu'ils représentaient la plus prolifique et la plus fréquente des menaces envers l'Imperium. On rencontre leurs clans et tribus sur d'innombrables planètes ou à bord de flottes spatiales, et il n'est pas rare qu'ils forment leurs propres empires éphémères. Les orques sont bâtis pour le combat. Bien qu'ils soient souvent voûtés, leur taille dépasse nettement celle d'un homme. Leurs chefs, qui sont systématiquement les plus forts d'entre eux, sont des créatures massives capables de broyer un crâne humain d'une seule de leurs pattes griffues. La peau des orques est faite d'un cuir épais et résistant, dont la teinte varie d'un vert très vif jusqu'à une couleur presque noire.
Des rangées de crocs longs d'une dizaine de centimètres ornent leurs mâchoires carrées et des muscles d'acier roulent sous leur peau. Leurs faciès porcins et leurs grognements incessants leur donnent un air bestial, ce qui correspond, du moins partiellement, à leur nature profonde. La physiologie des orques relève en effet autant de l'animal que du végétal. La couleur, la plasticité et les formidables capacités de régénération de leur peau sont dues à la présence symbiotique d'une algue dans leur chair. Leur mode de reproduction, quant à lui, est comparable à celui des champignons. Tout au long de leur vie, et plus particulièrement au moment de leur mort, les orques dispersent naturellement des spores qui formeront des chrysalides souterraines et donneront naissance à des orques ou d'autres types d'orcoïdes. Les orques ne sont que les spécimens les plus emblématiques de leur espèce. La famille des orcoïdes comprend également les gretchins et les snotlings, petits et craintifs mais aussi plus malins que les orques, ainsi que les squigs, dont la variété quasi infinie de sous-espèces en fait un règne animal à part entière, ne tardant pas à émerger du sol partout où se trouvent les orques. Tandis que les humains peinent à terraformer de nouvelles planètes pour les rendre habitables, chaque orque contient donc en lui suffisamment de spores pour importer tout son écosystème sur un monde vierge. Les orques sont d'un tempérament brutal et se complaisent dans la violence. Au combat, ils se montrent féroces et impitoyables, avec un mépris total de leur propre vie et de celle de leurs ennemis. On peut entendre leurs rires gutturaux résonner au milieu du fracas des champs de bataille. Les orques font rarement preuve de sens stratégique, mais leur nature sanguinaire combinée à leur instinct aiguisé en font des adversaires redoutables. Leur besoin de conflit est tel que, faute d'ennemis plus intéressants à affronter, les orques se battent volontiers entre eux. La rivalité entre leurs différents clans fournit en général un prétexte suffisant. À défaut, la religion des orques pourvoira l'objet de la discorde. Les orques ont un panthéon constitué de deux dieux littéralement opposés, Gork et Mork. Gork est brutal, mais rusé, tandis que Mork est rusé, mais brutal. Les désaccords théologiques entre les Morkers et les Gorkers, chacun partisan de l'un des deux dieux, peuvent mener à une guerre de religion. La technologie orque est rudimentaire et foncièrement instable comparée à celle d'autres races xénos. Chacune des armes et des engins de guerre employés par les orques est unique, car leurs mech-boys agissent à l'instinct et sont incapables de reproduire deux machines identiques. Le seul point commun de leurs différentes inventions est qu'elles sont toutes très bruyantes. Les mech-boys brillent davantage par leur audace et leur créativité que par leur intelligence. Cependant, les prouesses technologiques dont les orques sont parfois capables ont de quoi désarçonner ceux qui les prendraient de haut. Les magos biologistes de l'Imperium ignorent comment une espèce incapable de compter jusqu'à 10 parvient à employer des technologies aussi avancées que les voyages spatiaux ou la téléportation. Mais le credo impérial rappelle qu'il faut louer les vertus de l'ignorance, car si les orques étaient conscients de leur propre nombre et mettaient un terme à leurs querelles intestines, ils ne tarderaient pas à s'emparer de toute la galaxie. Un empire neuf grandit sur la bordure orientale de la galaxie. Unis par leur cause, les xénos ambitieux connus sous le nom de Tau répandent leur credo éclairé parmi les étoiles. Même s'il n'est qu'une tâche dérisoire comparée à l'immensité de l'Imperium, la rapide expansion du domaine Tau a fatalement suscité une réaction brutale de la part des hauts seigneurs de Terra. Dès que les Tau ont empiété sur le territoire impérial, plusieurs croisades furent lancées contre la colonisation xénos agressive. Après avoir purgé les implantations Tau les plus proches, les forces impériales franchirent le golfe de Damoclès pour aller y débusquer l'ennemi. Le degré de résistance des Tau a surpris les commandeurs impériaux, qui furent contraints de faire marche arrière. Les Tau sont pragmatiques, dépourvus de religion et d'aptitudes psychiques. Ils adhèrent à un système de castes rigide, le feu, la terre, l'air, l'eau et enfin l'éther. Les membres de ces 5 castes forment autant de sous-espèces à la morphologie distincte. Cette ségrégation donne à chacun une fonction claire au sein de la société, qu'ils soient guerriers, ouvriers, pilotes ou bureaucrates. Les membres de la caste dirigeante, les éthérés, relient les autres castes vers un but commun. Ils planifient l'expansion Tau, décident des planètes à coloniser, et choisissent les peuples étrangers à absorber à l'Empire ou à éliminer. À la différence de l'Imperium, les Tau favoriseront toujours la voie diplomatique, en faisant miroiter les 1000 avantages du Tova, le bien suprême. Ceux qui refusent de rejoindre l'Empire Tau ne tardent pas à connaître le prix d'une telle décision. Les forces armées Tau sont rapides, flexibles et munies d'un armement de pointe.
Forts de leurs méthodes rationalisées et de leurs équipements sophistiqués, les Tau se jugent capables de vaincre n'importe qui. Ils ont déjà vaincu de nombreux peuples, dont certains ont embrassé la voie de l'illumination au point de mettre des troupes au service de l'expansion. Les Tau espèrent ainsi instaurer une ère de progrès dans une galaxie où règne la barbarie et l'obscurantisme. Contrairement à l'impérium de l'humanité, l'Empire Tau est adepte de la technologie novatrice. La caste du feu est dotée d'un matériel avancé développé par la caste de la terre, ce qui inclut souvent des prototypes à mettre à l'épreuve. La technologie Tau des armes à impulsion, à ion et à rail confère un net avantage aux troupes de l'Empire, tant en allonge qu'en impact. Quiconque s'oppose à la doctrine du bien suprême apprend sans tarder à craindre l'efficacité de ces armes. De toutes les principales races extraterrestres, les énigmatiques Aeldari, que l'on nomme également Eldar, sont peut-être les plus proches de l'homme du point de vue physique. D'une taille nettement plus grande que celle de l'humain courant, la Eldari a une silhouette gracile et des traits délicats. Sa peau est pâle, ses oreilles sont pointues, ses cheveux sont longs et clairs, son regard est vif et il se déplace d'une démarche fluide et gracieuse. Mais l'âme de l'Eldari est tout aussi incompréhensible pour l'humain que celle de tout autre Xénos. Les Aeldari ressentent chaque émotion avec bien plus de profondeur et d'intensité que les humains, et ils peuvent vivre plusieurs millénaires. Héritiers d'un glorieux passé, menacés par un présent incertain, les Aeldari cherchent à tisser la trame de l'avenir, jusqu'à ce que la grande tapisserie représente une image qui leur soit favorable. Leurs prophètes sont capables de délier les énigmes du temps, et d'aiguiller leur peuple selon des motifs qui n'apparaîtront que des milliers d'années plus tard. Jadis, les Aeldari régnaient sur les étoiles. Ils avaient le pouvoir de détruire des planètes ou d'en modeler de nouvelles, selon leurs caprices. Grâce à leur fabuleux pouvoir et leur prodigieuse technologie, ils avaient bâti une utopie pacifique s'étendant à toute la Voie lactée. Leur empire flamboyant illuminait la galaxie. Mais le flambeau des Aeldari ne brille plus à présent que d'une flamme vacillante, qui menace de s'éteindre à tout moment. L'empire des Aeldari n'est plus. Cependant, ses héritiers continuent de lutter ardemment contre l'extinction. Nul n'aurait pu contester la souveraineté des Aeldari d'autrefois, et leur déclin ne fut provoqué que par leur propre décadence. Au sommet de leur civilisation, les Aeldari vivaient dans une oisiveté que rien ne venait troubler. Débarrassés depuis longtemps du besoin de travailler, et ayant atteint le point culminant de leur culture, la notion de progrès devint pour eux superflue. Ils se mirent à former de plus en plus de petites sectes hédonistes pour tromper l'ennui de leurs existences millénaires et monotones. Ces groupes gagnèrent peu à peu en influence dans la société Aeldari. Ils vouaient un véritable culte au plaisir, et étaient avides d'expérimenter de nouvelles sensations, toujours plus extrêmes. Progressivement, les psychés de ces individus à l'appétit insatiable s'agglutinèrent dans la dimension parallèle du Warp, pour finalement ne plus former qu'une seule entité. Slaanesh, le quatrième dieu du chaos, était né. Son hurlement primordial aspira l'âme de milliards d'Aeldari et fit voler en éclats leur civilisation. Les descendants des Aeldari ayant survécu à ce cataclysme s'y réfèrent en le nommant la chute, et ne le mentionnent que très rarement aux étrangers. Les Aeldari sont une espèce intrigante pour l'humanité. Ils peuvent agir en alliés, et juste après, l'attaquer sans raison apparente. Cette confusion tient également au fait que les Aeldari sont divisés en factions radicalement différentes depuis le déclin de leur empire. Les premiers d'entre eux à avoir pressenti la chute s'exilèrent sur des mondes vierges pour y vivre une existence frugale, en harmonie avec la nature, et loin de la débauche de l'ancien empire Aeldari. Ces derniers sont aujourd'hui nommés Eldar Exodites. Ils vivent paisiblement sur leurs planètes isolées, mais sont prêts à les défendre farouchement. Dans les derniers jours de l'empire Aeldari, tandis que la plupart s'adonnaient à des orgies et des rites sacrificiels qui donneraient naissance au dieu Slaanesh, certains s'enfuirent à bord de gigantesques caravelles spatiales appelées vaisseaux-mondes. Ces navires faits de moelle spectrale avaient originellement une vocation commerciale. Mais depuis la chute, les vaisseaux-mondes sont devenus les arches interstellaires qui contiennent les derniers vestiges de ce que fut la civilisation Aeldari. Leurs passagers sont nommés Azuriani. Ce sont les plus nombreux à avoir survécu au cataclysme, et tous leurs efforts sont orientés vers la survie de leur espèce.
Les Asuryani ne se remémorent que trop bien les errements qui menèrent leurs ancêtres au bord du précipice. Chacun d'entre eux canalise ses émotions exaltées en se consacrant corps et âme à la maîtrise d'un seul domaine avant de passer au suivant. Les guerriers aspects sont la parfaite incarnation de ce mode de vie, chacun étant voué à l'une des facettes de l'art de la guerre. Les Asuryani seront en général considérés par l'Imperium comme une race arrogante et sournoise. Mais force est de constater que ces nomades mélancoliques sont empreints de noblesse et de mansuétude si on les compare à leurs sinistres cousins, les Drukhari. Les Drukhari descendent des Aeldari ayant échappé au grand cataclysme car ils se trouvaient dans les profondeurs de la toile. Un réseau de conduits sécurisé à travers le Warp, qui reliait entre elles les différentes planètes de l'Empire Eldari. Leurs âmes ne furent donc pas avalées par Slaanesh lors de la chute, mais ce dieu que les Aeldari nomment l'assoiffé convoite toujours cette succulente liqueur dont il fut privé. Les Drukhari s'aperçurent que le seul moyen de se préserver de la damnation était de torturer de malheureuses victimes. La souffrance des autres leur permet de régénérer leurs âmes flétries, lentement drainées par le prince du chaos. Si les Drukhari ont l'agilité et la grâce du félin, ils en ont aussi le comportement, préférant jouer avec leur proie le plus longtemps possible plutôt que de la tuer. Tous ceux qui ont entendu les récits de tortures abjectes que pratiquent les Drukhari savent qu'il vaut mieux mourir que d'être pris vivant. Aussi énigmatiques qu'imprévisibles, les Arlequins sont un mystère, même pour les autres Aeldari. Surgissant des profondeurs de la toile, ils mènent une guerre ancestrale contre les puissances du chaos. Les Arlequins servent Ségorak, le dieu moqueur. Ce sont d'espiègles baladins, mais il ne faut pas se fier à leur apparence bigarrée. D'innombrables incursions démoniaques ont été déjouées par ces êtres mystérieux, et les populations de secteurs entiers ont été sauvées sans même savoir qu'elles étaient en danger. Les Arlequins combattent avec une agilité et une efficacité terrifiantes. Ils ricanent de manière sinistre en découpant leurs ennemis en lamelles. En plus de la guerre qu'ils mènent, les Arlequins s'acquittent également d'une tâche sacrée. Ils voyagent auprès des diverses factions de leur race pour donner des représentations théâtrales qui narrent l'histoire et les mythes du peuple des Eldari. Les spectateurs observent ces prestations avec révérence, car elles sont un lien tangible avec leur passé, un rappel des nobles origines des Eldari. Ainsi, les Arlequins sont le chaînon qui relie entre eux les Exodites, les Asuryani des Vaisseaux-Mondes, et même les perfides Drukhari. Les Inari sont une force nouvelle dans la galaxie. Ils croient que les Aeldari peuvent être sauvés de l'extinction par la venue d'Ined, le dieu des morts, dont ils utilisent les pouvoirs pour drainer l'énergie des trépassés. Toutefois, certains pensent que les Inari sont corrompus par les forces surnaturelles qu'ils cherchent à dompter. Même si les Inari désirent reconstruire la société d'antan des Eldari afin qu'elle retrouve toute sa splendeur, leurs manipulations arrogantes des pouvoirs métaphysiques leur attirent autant d'ennemis que de partisans. Le conflit et la destruction suivent les Inari comme des ombres, car ils sont tout autant les émissaires de l'espoir que de la mort. Si de nombreuses sortes de Xénos sont sombrées dans l'oubli, celles-ci représentent un péril incessant pour l'Imperium. Même quand ce dernier purge des mondes et des systèmes entiers de toute trace de Xénos, ce n'est pas un triomphe, mais un simple répit. Les mêmes planètes ne tardent jamais à subir une nouvelle agression, soit par le même ennemi qui revient, soit par une nouvelle espèce.